Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de vous présenter le travail qui a été réalisé par les archives départementales autour de la base nominative des internés des camps des Pyrénées-Orientales, qu'on appelle plus rapidement et plus synthétiquement généralement la base camp, qui a fait l'objet d'un long travail. Et je voulais remercier aussi, j'en profite, Grégory pour l'organisation de cette journée, parce que Céline l'a cité tout à l'heure, mais c'est surtout Grégory qui a œuvré pour nous réunir tous aujourd'hui. Donc les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent un certain nombre de sources relatives à la retirade et au camp d'internement des Pyrénées-Orientales. Je ne vous refais pas l'histoire parce que je pense que vous la connaissez tous très bien. Et donc il y a eu un certain nombre de camps d'internement dans le département qui ont accueilli, interné un peu plus près de 500 000 réfugiés à l'hiver 1939 et dont on conserve une trace dans nos fonds. Alors principalement, nous conservons des sources administratives qui émanent des fonds de la préfecture, qui sont conservées aujourd'hui en série W. Parfois aussi des traces dans les archives communales, donc le dépôt. Donc ça va être beaucoup de circulaires d'instruction, des rapports du préfet, des archives sur le fonctionnement et la gestion administrative des camps, de la correspondance entre les autorités dont on peut trouver traces et qui peuvent faire écho à ce qui se retrouve aux archives nationales dont on vient de parler. Ce sont pour beaucoup des documents. On a aussi pas mal de documents nominatifs, les fichiers des internés des camps, dont je vais vous parler un peu plus en détail ensuite, des registres d'entrée et de sortie, des listes de convois notamment, et quelques fonds annexes avec notamment le fichier de l'hôpital Saint-Louis de Perpignan, et aussi un fonds qui peut être intéressant pour les chercheurs, des documents iconographiques. Alors là, je vous avais une image d'un fonds d'artiste du fonds Miro, et on a aussi des photographies, beaucoup de photographies sur cette période-là. Et une chose importante à préciser, c'est que ces fonds, aujourd'hui, sont librement consultables et communicables en salle de lecture, sous leur format en format papier, car au-delà du délai de communicabilité prévu dans le Code de patrimoine, qui est un délai de 50 ans de protection de la vie privée. Donc au format papier, ces fonds sont librement consultables. Et cette information a une importance pour la suite de l'exposé et de celui aussi de Christine à côté de moi, qu'on va vous présenter. Donc, le projet de mise en ligne de la base camp, pour revenir sur sa genèse, tout d'abord je vais vous présenter les documents. Donc là vous avez à l'écran des images, des exemples de petites fiches du fichier d'Argelès. Donc ça se présente sous forme de petites fiches cartonnées qui font la taille d'une petite carte postale, grosse carte de visite ou petite carte postale, écrite, manuscrite à la main, pas normalisée, et qui a la particularité d'avoir été utilisée deux fois, puisqu'il est écrit recto verso. On a des informations qui ont été rayées au verso et donc qui concernent parfois plusieurs individus sur une même fiche. Donc vous avez là l'exemple de la photo recto verso des mêmes fiches. Donc ça c'est une première partie du fichier, et l'autre partie du fichier concerne le camp de Rivesaltes, qui là est un fichier beaucoup plus normalisé, qui traduit aussi historiquement en fait le fait qu'on a ouvert le camp d'Argelès dans des conditions un peu d'urgence et de précipitation. Les documents n'étaient pas prêts pour sa gestion, donc on a utilisé les outils qu'on avait sous la main, alors que pour le camp de Rivesaltes, c'est un camp qui était mieux organisé, mieux structuré, y compris dans le fichage des internés. Donc là, avec des fiches pré-imprimées, dans lesquelles on retrouve des informations normalisées, nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, nationalité, religion, situation de famille, nombre d'enfants, profession, observation. Et dans les observations, on a souvent des notions de date d'arrivée et de transfert, ou de localisation dans le camp. Et les lettres que vous voyez en haut à gauche des fiches mentionnent généralement les îlots dans lesquels les internés sont... les personnes sont internées, et parfois des mentions qu'on ne sait pas trop interpréter. Vous voyez par exemple en haut à gauche des petites fiches, là, des petites croix. Ça c'est des signes dont on n'a pas la clé d'interprétation aujourd'hui, et quand on nous demande de les expliquer, on ne sait pas le faire. Donc en tout, pour le fichier d'Argelès et le fichier du camp de Rivesaltes, je précise qu'on a très peu, quasiment rien, pour les camps du Barcarès et de Saint-Cyprien, puisque c'est un fonds qui est très lacunaire et avec beaucoup de destructions qui sont intervenues avant l'arrivée des sources aux archives.
Donc l'essentiel de nos données concerne Argelès et Ribezette. La jeunesse du projet de la Base-Camp vient de lois, de règlements et de mesures qui ont été prises notamment par la Généralitat de Catalogne puis par le gouvernement espagnol pour indemniser en fait les victimes de la guerre civile. Donc, la première mesure a été l'indemnisation par la Généralitat pour privation de liberté. Et ensuite, on a eu la loi de 2007 sur la mémoire historique, qui est en fait une loi de reconnaissance et d'extension des droits et de rétablissement des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécutions ou de violences durant la guerre civile et la dictature, complétée en 2022 par la loi sur la mémoire démocratique, qui avait pour objet la réhabilitation des victimes de la guerre civile espagnole et du régime franquiste. Et donc, les personnes qui souhaitaient bénéficier de ces lois devaient et doivent toujours fournir des justificatifs ou des preuves d'internement ou de mesures de persécution pour représenter le gouvernement espagnol pour obtenir ces mesures d'indemnisation et de reconnaissance. Et une des preuves majeures et que la plupart de ces populations avaient en tête, c'était le passage par les camps des Pyrénées-Orientales et donc l'internement alors c'est rarement les personnes elles-mêmes qui ont subi ces internements et qui ont vécu durant cette période qui font la demande, mais ce sont souvent leurs descendants, principalement la deuxième voire la troisième génération qui souhaitent en bénéficier. Donc, ces mesures en fait ont eu pour conséquence directe aux archives départementales un afflux de demandes pour pouvoir avoir des preuves du passage dans les camps et donc des copies ou des attestations de nos documents. La difficulté pour nous, ça a été déjà de faire face à ces demandes, qui se comptaient par plusieurs centaines par an de reçus. Et comme vous l'avez vu dans les documents présentés plus haut, c'est que les fichiers sont aujourd'hui classés par ordre alphabétique dans des petites boîtes, sauf que le fichier d'Argelès notamment, il est écrit recto verso, donc si on le classe alphabétiquement dans un sens, dans le verso, il est plus classé alphabétiquement. Donc il fallait passer à chaque fois manuellement 60 000 fiches, ce qui représentait un travail considérable, d'où l'idée qui a germé assez vite au sein de l'équipe des archives de créer une base de données pour saisir les informations présentes dans les fiches afin de faciliter la recherche. Donc la première base de données, elle a été créée avec un usage strictement interne au service pour faciliter la recherche et la réponse à ces courriers de demande des usagers. Donc tout ça, c'est dans les années 2010 à peu près que le projet a commencé. Donc voilà, je vous l'ai dit, un total d'environ 60 000 fiches qui représentent environ 94 000 entrées nominatives dans la base. L'existence de cette base de données a fuité, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais en tout cas elle a été connue auprès de nos usagers, donc on a vite eu une forte demande de nos usagers pour que cette base soit diffusée, accessible en ligne, accessible en tout cas au moins celle de lecture et idéalement sur internet, pour pouvoir permettre aux gens de faire leurs recherches eux-mêmes, de faciliter, de fluidifier les recherches. Donc ça, on l'a très bien entendu et on s'est penché sur la question. Sauf qu'on s'est vite aperçu que le projet se heurtait à des difficultés et à des problématiques juridiques en raison de la nature des données contenues dans les fiches. Parce que ces fiches contiennent tout un ensemble de données qui sont dites sensibles au titre du RGPD, donc que vous connaissez sans doute tous, voilà, cette loi, ce règlement de 2018 sur la protection des données, et donc son décret d'application du 10 décembre 2018 qui concerne plus particulièrement, qui là nous occupe nous plus particulièrement et qui définit notamment les données dites sensibles, qui sont des données relatives à l'appartenance raciale ou ethnique, aux opinions politiques, à la religion, à des condamnations, à des infractions, notamment. Et là, je vous ai cité tous les cas que coche notre fichier. Parce que si je reviens voilà, notamment au fichier du camp de Mesalte, vous avez sur ces fiches, outre des données de type personnel, le nom, prénom, date de naissance, vous avez aussi donc, la nationalité, la religion, qui est quand même un des éléments clés dans les données sensibles. Vous avez aussi l'appartenance raciale ou ethnique, alors qui peut être ce qu'on appelle une donnée induite, c'est-à-dire que dans la troisième fiche, alors c'est une fiche d'une personne qui est dite nomade, il y a un grand N écrit dessus, donc ça correspond à nomade, mais on peut aussi déduire l'information puisque c'est une personne qui est de nationalité française et de religion catholique, et on sait aujourd'hui, de par les recherches historiques, que les Français catholiques qui ont été internés dans les camps étaient des populations nomades. Et on a aussi, alors là ça n'apparaît pas dans ces fiches-là, mais on peut avoir des notions de condamnation ou d'infraction dans les sites, dans les fiches, avec notamment des mentions d'entrée ou de sortie de la maison d'arrêt, donc, qui nous donnent aussi des informations sensibles.
Donc toutes ces données font que la base de données ne pouvait pas être mise en ligne avant un délai légal de 100 ans, qui est le délai de protection en fait, des personnes pour la mise en ligne sur Internet. Parce que je vous ai dit que les données papier étaient consultables en salle de lecture au bout de 50 ans, qui est le délai du Code du patrimoine, mais pour la mise en ligne sur Internet, les délais sont plus longs pour protéger les personnes. Donc, tout ça aboutit à la conclusion que cette BASCAN entre dans le champ des exceptions et qu'une démarche auprès de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui est cette instance en fait qui est vigilante sur la protection des droits des données et l'application du RGPD, il était nécessaire de faire une demande de dérogation pour autoriser la mise en ligne anticipée de cette base de données auprès de la CNIL et pour permettre sa consultation par tous les usagers. Donc, nous avons lancé officiellement la démarche en 2019, même si les réflexions ont commencé bien avant. Ma collègue Magali Milieu, qui est dans la salle, pourrait témoigner que je crois que c'est 2015-2016, les premières discussions avec notamment les archives de France pour savoir comment aborder le sujet. Donc, on a officiellement lancé la démarche en 2019 dans le contexte des commémorations des 80 ans de la retirade, avec pour objectif, pour nous, quand on a fait la demande auprès de la CNIL, c'était que la base de données, qu'on puisse obtenir en fait une consultation libre et par le plus grand nombre de cette base de données, sans mettre de frein ni de restrictions. Donc pas de compte utilisateur, pas de mot de passe, d'autorisation spéciale, parce qu'on sait que beaucoup d'usagers qui consultent la base sont des personnes notamment étrangères, ou des personnes qui peuvent avoir des difficultés avec l'informatique, donc on voulait vraiment quelque chose de simple et de rapide. Et voilà, d'éviter les restrictions de consultation, tout en prévoyant aussi des garde-fous pour éviter que les données soient réutilisées à des fins qui pourraient être pas très, des fins tendancieuses ou des fins qu'on ne maîtriserait pas très bien, parce qu'on a quand même des données sensibles dans la base, donc il fallait être prudent. Donc nous avons déposé un dossier auprès de la CNIL en juillet 2019, conjointement avec nos collègues des archives départementales de l'Aude qui ont fait une démarche similaire, pour demander cette mise en ligne. Donc là, je vous passe les détails et tous les rebondissements, mais on a mis un certain nombre de mois, oui, presque un an, pour arriver à se faire comprendre. On a obtenu la dérogation en 2020, mais en fait, on a eu beaucoup de discussions avec la CNIL, qui ne comprenait pas très bien l'objet de notre demande, qui nous demandait de retrier nos fichiers parce que pour eux, les données relatives aux réfugiés espagnols n'étaient pas trop sensibles. Par contre, les données relatives aux populations juives internées dans les camps étaient très 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 sensibles. Donc on leur a dit qu'on ne pouvait pas trier à l'intérieur de nos archives parce que c'était pas conforme à ce que la CNIL demande normalement, de ne pas faire de distinction entre les populations, et surtout que le principe archivistique, c'est le respect du fond. Et que si on met un fond en ligne, on met l'intégralité du fond, sinon on perd la cohérence et on ne comprend plus ce qu'on met en ligne et pourquoi telle population est représentée et pas telle autre. Il faut comprendre aussi qu'une campagne de vaccination, c'est pas une donnée médicale sensible. Oui, voilà. Il y a eu tout un tas de discussions. Alors, c'est là qu'on se rend compte que nous, en tant qu'archivistes, on a une vision des choses et on a c'est un métier, des missions, des compétences. Les auditeurs de la CNIL ne sont pas archivistes et donc on a dû faire finalement beaucoup de pédagogie pour leur faire comprendre la finalité du dossier. Nos collègues des archives de France ont été d'une grande aide pour ça et ont vraiment porté le dossier au plus haut niveau pour le faire aboutir. Et une des notions qui était très importante pour obtenir gain de cause et la mise en ligne, c'est en fait d'expliquer que cette mise en ligne allait aider les victimes et ceux qui avaient été victimes de ces persécutions à prouver et à obtenir des indemnisations et à rentrer dans leurs droits. Et ça a été vraiment un élément essentiel pour expliquer la démarche et pour obtenir gain de cause. Et donc tout ça aboutit finalement, après de longs mois de discussions et d'aller-retour, à une délibération de la CNIL du 23 avril 2020 qui autorise donc les deux services d'archives départementales des Pyrénées-Orientales et de l'Aude à diffuser de manière anticipée les données à caractère personnel relatives à des personnes internées dans les camps établis sur leur territoire respectif, contenues dans des documents administratifs conservés par leur service. Alors le texte est un peu long, il est très précis. Pour tout vous dire, nous on espérait qu'on aurait une dérogation beaucoup plus large et beaucoup plus générale, mais ça sera l'objet de la présentation de Christine, donc j'en dirai pas trop plus pour l'instant. Mais donc la délibération nous a autorisé à mettre en ligne notre BASCAN.
Donc, la base a été mise en ligne en septembre 2020 en suivant, et donc là je voulais faire un petit focus sur ce que contient la base Caen, parce que peut-être que voilà, je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà consulté, mais on a encore beaucoup de demandes aux archives départementales même après la mise en ligne, donc je trouve que c'est quelque chose, je voulais le préciser. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 60 000 fiches qui correspondent à 94 000 entrées nominatives. En fait, ça s'explique par le fait qu'un individu a pu être fiché plusieurs fois parce qu'il a pu rentrer, sortir, s'évader, revenir, être repris. Donc il y a plusieurs fois le même individu qui revient dans la base. Et une précision importante aussi, c'est que c'est une saisie à l'identique des informations présentes sur les fiches. On n'a pas corrigé de nom, on n'a pas corrigé de date de naissance, on n'a pas corrigé de date d'entrée et de sortie, même si on voit que parfois il peut y avoir des orthographes erronés, notamment sur des noms étrangers, des noms d'Espagnols ou des noms de populations qui viennent des pays de l'Est, notamment les Polonais par exemple, qui peuvent avoir des orthographes un peu compliquées, surtout pour des personnels administratifs français dans l'urgence. Donc il peut y avoir des erreurs de graphie dans les fiches, mais on ne les corrige pas dans la base puisqu'il s'agit comme si c'était une photocopie à l'identique des documents. Et une autre donnée importante, c'est que la base ne répertorie pas tous les réfugiés qui ont fait la retirade, qui sont passés par les camps entre février, en gros à l'hiver et au printemps 39, parce qu'en fait, le fichier du camp d'Argelès commence en septembre 1939, lors de la deuxième période d'internement dans le camp, au moment de l'entrée en guerre de la France. Nos fichiers ne commencent qu'en septembre 39, et je le répète parce que c'est important, beaucoup de gens nous contactent pour avoir des traces de l'internement de leurs aïeux lors de la période de la retirade, mais là-dessus, on n'a rien. Donc en fait, pour trouver des informations sur les parcours de ces personnes pour la première période de 1939, il faut chercher dans les camps d'après. Souvent, les personnes ont été transférées dans d'autres départements et dans d'autres lieux après avoir passé quelques semaines ou quelques mois dans le camp de Théo. Et c'est à leur arrivée dans le camp des autres départements qu'on peut retrouver leurs traces. Mais chez nous, on a des données qu'à partir de septembre 39 et qui s'arrêtent à l'automne 1942, au moment de la fermeture du camp de Rivesaltes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que les camps d'Argelès et de Rivesaltes qui sont représentés, puisqu'on n'a rien pour Saint-Cyprien et le Barcarès. Donc la base Caen ressemble à ça. L'interface est assez simple. Vous avez une entrée recherche par nom et prénom uniquement, pas de possibilité de faire de recherche par date de naissance ou par autres données type provenance, religion ou autre, puisque c'était un des garde-fous demandés par la CNIL pour nous autoriser la mise en ligne, c'était de rechercher uniquement par nom et prénom. Et il faut mettre minimum 3 lettres dans un des champs pour obtenir des résultats. Il y a quand même ce qu'on appelle un CAPTCHA, donc une petite saisie de chiffres et de lettres par sécurité à renseigner. Là aussi, c'est un garde-fou de la CNIL pour éviter le moissonnage par des outils informatiques qui nous auraient siphonné la base. Et après, donc, vous avez l'ensemble des données qui sont saisies et qui apparaissent dans cette interface, avec, lorsque vous cliquez sur le nom, la fiche qui apparaît en entier et un petit outil qui permet d'interpréter les abréviations, parce qu'il y a beaucoup d'abréviations dans cette base qui ne sont pas toujours compréhensibles, donc on a fait un dictionnaire des abréviations qui recense les principales, toutes les abréviations de la base et qu'on a traduites pour expliquer ce que ça peut être. Donc là, par exemple, vous avez tous les C avec les compagnies de travailleurs étrangers, notamment, qui apparaissent. Voilà pour la base Caen, et donc depuis la mise en ligne de la base Caen en 2020, on poursuit le projet aux archives départementales des Pyrénées-Orientales. On a mis en ligne, je l'ai mentionné, notamment les fonds iconographiques relatifs à la retirade et au camp. Donc là, vous avez tout un tas de fonds de photographes, d'artistes, photographes professionnels ou amateurs, qui sont librement accessibles et qui sont très riches. Et on a aussi poursuivi la numérisation et la mise en ligne des sources nominatives qui complètent la base Caen, notamment les registres d'entrée et de sortie des camps d'Argelès, de Rivesaltes et du Barcarès, puisqu'il y en a quelques-uns pour le Barcarès, les dossiers d'internés. On a numérisé aussi les fiches du fichier des camps, parce que ça c'est une demande qu'on avait régulièrement. La base de données ne fait pas apparaître la fiche originale, les petites fiches cartonnées que je vous ai montrées en début de présentation. On ne les avait pas encore numérisées, donc ça y est, c'est fait depuis l'année dernière et c'est mis en ligne. Les images ne sont pas rattachées à la base parce que techniquement et informatiquement c'était trop compliqué de le faire pour l'instant. On y arrivera sans doute un jour, mais vous avez dans nos fonds en ligne accès aux fiches numérisées originales si vous voulez les voir en complément des documents, des informations que vous aurez trouvées dans la base Caen.
Et donc vous retrouvez sur notre site internet une rubrique spécifique sur les ressources sur les camps d'internement, où vous avez accès à toutes ces données qui sont répertoriées et accessibles en ligne, donc la base camp, les listes de dossiers, les registres d'internés, les registres, enfin toutes les sources nominatives complémentaires qui ont été numérisées, l'iconographie, et puis également des liens vers les fiches d'aide à la recherche ou les sites internet de nos autres collègues et partenaires qui peuvent aider à faire ces recherches sur des parcours de réfugiés. Voilà pour les archives départementales des Pyrénées-Orientales. Je vais passer la parole à Christine pour la suite.